Eh bien, à toutes et à tous, bonsoir. Et vraiment ravi de vous voir ce soir. Si nombreux, j'ai envie de dire, parce que oui, c'est le cas de le dire. Dans le cas de la poésie, c'est un bon effectif, on va dire. Donc, je remercie également le Carré 30. Alors, en introduction, je dirais que la réflexion qui a été à la base de la lecture de ce soir, c'était de pouvoir offrir un éventail diversifié de créations littéraires dans le temps qui m'était imparti. Je dis littéraire, c'est surtout de la poésie, mais on verra, il y a beaucoup de choses. On gardera le meilleur pour la fin, le plus subtil, pas le meilleur, le plus subtil pour la fin. Alors, il y aura en gros 3 parties. Alors, tout a un commencement, en fait. Alors, quand j'étais déjà très jeune, j'aimais beaucoup la poésie. Je lisais du Rimbaud à l'âge de 10 ans, et du Baudelaire également, ça me plaisait beaucoup. Et j'ai commencé à écrire des poèmes, et puis, comme je suis assez intraitable avec moi-même, on ne peut pas se refaire, ils sont partis à la poubelle jusqu'au jour où j'ai écrit un texte spontanément, et que ce texte, il a retenu mon attention, et que dans la foulée, je l'ai retravaillé, et je l'ai expédié à Madame Solange Braud de Bournonville, des éditions du même nom, à Grenoble, qui m'a dit « Rémi, envoyez-moi votre manuscrit de Cris d'ombre et de lumière, je le publie ». Donc, Madame Braud de Bournonville m'a publié Cris d'ombre et de lumière, donc à son compte, ce qui était une chance, une motivation. Cet ouvrage est hélas épuisé à ce jour. Alors, ce poème, Cris, il ouvre Cris d'ombre et de lumière, et je l'ai repris dans cet ouvrage qui s'appelle Le chaman et son ombre. Donc, ces 2 ouvrages, ce sont des écrits dans la même veine. Il clôture Le chaman et son ombre. Voilà. Le voici. Cris. Les cris, ils résonnent sous la voûte céleste. Non, ne coupez pas ces fleurs. Laissez-moi les parcourir depuis les racines jusqu'aux pétales éclos. L'abeille me piquera et mon cri fera pâlir l'automne qui se pavane dans ses rougeurs insolentes. Les cris, comment dire autrement que l'on aime? Sinon les gestes, sinon les découvertes réciproques des émotions. Les cris, l'innocence torturée aux 4 points cardinaux. Un combat de croix épines et de croix gammées. Sur le grand jeu d'échecs, le maître alchimiste et mathématicien ne tremble pas sous la cape noire. Il résiste en ses calculs froids et opaques, mais il sait qu'une intelligence dévêtue, végétale, animale, tendre mais implacable, lui tient désormais tête. Son cri nouveau l'inquiète. Les cris, les regards de ceux qui font le monde se sont penchés sur mes cris véhéments, ils ont fait semblant de ne rien avoir entendu. Les cris, ils forment des grilles dont j'assume l'ascension, et des plus hauts sommets, assis, contemplatifs, ténébreux, enjoués des cimes, je crie « Attention, les heures du bonheur, les heures du malheur, attention, terriens qui tirez à la courte paille. » Je regardais fuir une route, j'avais des horizons plein les mains. Là où je fixais des portes, j'avais une poignée à la gorge. Heureusement, il y a les jardins fleuris dont je détiens les secrets et que jamais la barbarie et ses sectes, inquisiteurs incognito, ne parviendront à m'extraire, malgré leurs ardeurs de prédateurs avisés. Les cris. Le soleil les entend. Le soleil entend mes cris, l'ardeur de ses rayons l'atteste, et mes cris lui rendent honneur et grâce devant l'éternelle nature. Il est vrai, nuages et pluies sont des dissimulations momentanées. Tout naît et meurt, tout meurt et naît. Le monde est un déguisement épisodique. Les cris. Donc, ces 2 ouvrages auxquels je faisais référence, ce sont des réflexions. Alors, je n'ai pas écrit de poèmes en versification, je ne me suis pas lancé dans cette aventure. Donc c'est soit du vers libre, on verra dans la dernière partie vraiment ce que j'entends par vers libre, soit de la prose, on va dire. Donc ce sont un ensemble de réflexions existentielles teintées de touches intemporelles. Pour moi, l'intemporel, ça m'est cher dans la poésie. Pour moi encore, le champion de l'intemporel, finalement, c'est Shakespeare, avec Hamlet, être ou ne pas être. Parce que qu'on soit à l'aube de l'humanité, ou bien à 10 000 années-lumière dans le futur, eh bien, on se posera toujours la même question dans les mêmes termes. Cette question sera toujours actuelle, d'où la difficulté de faire de l'intemporel. Alors, tout le monde cherche une voie,
Et comme je le disais dans un de mes essais, oser l'impossible revient à expérimenter les champs du possible. Telle est très certainement la première et la plus pure de toutes les raisons de vivre. Voici tendre semblable. Nul repère, nul but. L'horizon, à vrai dire, ligne en fuite perpétuelle, à l'anonyme donne lieu, ici-bas. Tendre semblable, en vain convoitez-vous une clarté hors de votre portée. Aussi, l'inutile et le paradoxe vous font peur. La tentation du mensonge, tel un acquittement de la vie à la mort, vous permet de passer outre les questions les plus cruelles, essentielles cependant. Voilà pourquoi l'essentiel, précisément, n'émerge qu'en parole de tout votre vivant. Vos sentiments les plus forts demeurent institutionnels. Les amants, quant à eux, sont fluides comme le vent. Ils se congédient mutuellement. Il n'y a de toute façon rien à attendre de rien, sauf peut-être la sobriété du souvenir d'un sourire. Plus palpable s'avère l'empreinte que lègue l'ami s'éloignant. Moi, je n'ai jamais rien décidé. Je deviens le sorcier, le sauvage. Je change de peau, de visage. Je suis libre d'épouser le mouvement perpétuel, la symphonie qui enchante l'univers. Entre les vérités de la veille et les mensonges du lendemain, la ligne de vie ne saurait être droite. Elle se brise à tout instant, plus tard se recompose, telle est sa vocation. Aujourd'hui, j'ai réalisé un fait capital. Demain, je disparaîtrai sans conséquence. Alors, comme j'ai connu cette époque des voyages aventureux dans les années 70, Inde, Afrique du Nord, Sahara, etc., eh bien, finalement, l'image légendaire qu'on a des poètes maudits d'antan, elle était actuelle pour moi, cette époque. C'est vrai que c'est une époque qui est un peu révolue maintenant. Et donc, j'ai dédié un poème à ce grand ami qui m'a accompagné dans ces voyages, dans l'esprit des voyages de cette époque, Arthur Rimbaud. Rêve dont tu devais te défaire, fébrile, injonction, quand sonnaient les heures, à jamais identiques. Inutile gloire illusoire de tes rêves morts. La bouche sombre tait le sang bu par l'ardoise nue. Du temps passant dérive l'écriture fatale, linéaire. Bouche de douleur, le gouffre béant et la montagne de mépris où personne ne nous entend. Nos voix longuement mûrirent sous un soleil absent. Nos souvenirs, formes évoluées de l'oubli, résurgence au rythme de la marche, dans la ville, l'indélébile empreinte d'agonie nuit. Le jour, en quelque orient survenu, songe, peut-être cendre. La pitié éclabousse, le feu des cris du sang qui coule, au pied des murs de ce monde clos, personne ne s'arrête. Nos âmes figées guettent le vide, et nos paroles éteintes, à jamais souffrant l'impossible, invoquent l'éternité. Non. Il est bien connu que Rimbaud était considéré comme un poète visionnaire, mais les poètes sont visionnaires. Alors, pour moi, les visions constituent une lecture complémentaire du réel, tirée d'une expansion de la conscience, en opposition à la lecture que nous faisons tous en commun au quotidien, qui gère nos devoirs et aussi nos servitudes. Voici, poème simple poème. Les mots gouttes d'eau qui parlent d'amour. Mort des théories. Le soleil reflété par la mer. À la cime d'une vague où vogue l'homme. Un mot cristal pour amoindrir la lourdeur des ambiguïtés. La respiration des sources et des pierres. Partout le cœur inscrit son signe fluorescent.
l'être fixant l'être par-delà son brouillard imagé, la marche lente vers l'aurore argentée, les créatures rassemblées autour du feu, le simple non pensé, le simple déjà pensé, les forces accumulées dans les mains entr'ouvertes, la symphonie des couleurs et des sons, et les songes qui s'épanchent sur les rives de l'esprit conçus pour la clarté des racines de l'éternelle durée, la chaleur comme un vêtement d'iris et de rose, l'orchidée du sourire au centre de laquelle gravitent l'essence. Les formes innominées et dépouillées jaillissent enfin de la lumière et de l'immaculé face au regard qu'un éclat d'œil de tigre libère. Tout simplement, simplement tout. Alors, cette conscience élargie, communément appelée extase, peut aller jusqu'à la fusion avec la nature et l'univers et l'environnement, la mort de l'ego. Alors, cette expérience de l'extase, beaucoup de poètes l'ont connue, et là où je l'ai connue à son point le plus culminant, c'est quand je me suis retrouvé face à l'Annapurna, face à face avec l'Annapurna. J'étais le tout, j'étais le rien, le zéro et l'infini, la cime, le torrent, la plage et la vague, le soleil et son reflet, l'éclair et les ténèbres. J'étais le jour et la nuit, l'ombre et la lumière, j'étais le rien, j'étais le tout. J'étais le continuum de la vie et de la mort, j'étais l'univers dans la négation du temps, et j'étais le temps dans l'acceptation du tout, immergé de zéro à l'infini, depuis les racines du vide, jusqu'à la plénitude et la sérénité d'une éternelle fusion des jours et des nuits. En l'au-delà des peurs, des haines et des remords, j'étais le tout et le rien. J'étais l'être universel dans le temps aboli. J'étais la voix et l'écoute. Immatériel, je m'intégrais sans limite ni frontière à la terre et à la nature. J'acceptais le don de la vie et ce véhicule éphémère qui était mon corps. J'étais prêt à marcher afin de parcourir les routes de la terre. J'étais devenu l'ouvert, le précurseur et le fait accompli, le rêveur éveillé au cœur du monde sensible. Alors, ce concept de rêveur éveillé au cœur du monde sensible, je l'ai développé dans ma pièce, La ligne 0, au 3e acte. Le personnage central, après avoir affronté ses terreurs les plus extrêmes, après avoir surmonté son cauchemar le plus extrême également, j'aime pas les répétitions, excusez-moi, j'aurais pu mieux faire, mais bon, désolé. Donc, acquiert une sérénité et une plénitude qui lui permet de se connecter et de conduire les personnages de cette pièce vers une issue positive. Alors carrément, c'est l'apocalypse, totalement, quoi. Donc, là, j'en dégage une certaine forme de spiritualité sur laquelle je vais revenir plus tard. Comme quoi, spiritualité et athéisme, c'est tout à fait solidaire. Tout simplement, les spiritualités associées aux religions font appel à ce qu'on appelle les filtres culturels. Quand les spiritualités chamaniques, ce n'est pas folklorique comme terme, font appel aux perceptions décantées de ces filtres culturels. D'où j'utilise des vocables qui sont communs à toutes les formes de spiritualité, mais du coup, ils acquièrent un sens plus large et plus universel. Donc, le blasphème, ce n'est pas en rapport à Dieu, le blasphème, c'est tout simplement la souffrance que l'on ressent envers une insulte, la nuance. Bon. D'où ma définition de vérité. Vérité. Au pur silence, ce mot mûrement mérité. Ou bien revient-il au cri dénudé qui se lève et se situe au vouloir d'une phrase évitée? Comme une pierre translucide nivelant l'ombre au seul son de sa lumière, le cœur de l'être se tient quoi devant l'immanente immensité du désert creux où surgit l'oasis étale. L'attitude saharienne, où le profil de l'ombre se dessine dans l'empreinte du pied qui se pose. La mort ne peut marcher plus vite que la lumière, et le temps succombe devant l'évidence du mouvement. Sens le vent se lever et dessécher ton visage, vois-le effaçant peu à peu tes pas.
déjà tu te fonds dans la chaleur des horizons. Et là où s'épuise ton destin, là où s'incline ton front, déclinant la terre et le ciel, la lumière croît et déferle en spirales océanes. Dans la restriction des arêtes d'un grain de sable que définit le jeu éblouissant des contrastes, tu mesures l'amplitude de la vérité, transmuant en infiniment petites limites en une demeure d'astres solaires. Et maintenant, je vais venir à quelque chose, je vais un peu nuancer. On parle d'engagement politique dans la poésie. Oui, bien sûr, il y a un engagement politique, mais bon, alors, j'ai déjà dit que j'étais athée, je vous reparlerai un petit peu plus loin de ma notion de la spiritualité. Je suis à côté de ça, je suis anarchiste, alors ça aggrave mon cas, on va dire. Hein. Bon, pour moi, ça l'embellit, mais enfin, ça dépend bon, avec vous, ça va, quoi, mais bon, ça dépend des circonstances. Hein. Alors, cet engagement politique, je le conçois à la manière dont l'a montré, parce que quand je dis montrer, ce qui est intéressant dans la poésie, hein, même quand c'est pas du poème, même quand c'est de la prose, c'est l'intention poétique, c'est montrer et non pas démontrer. Hein. C'est intéressant de démontrer finalement. Dans le cadre de la poésie, j'entends. Après, dans le cadre des mathématiques, au contraire, on ne montre pas, on démontre. Hein. Bon. Alors cet engagement politique, pour moi, Louis Buñuel, c'est une référence à. Parce que, donc, pour moi, la culture surréaliste est un pilier. Hein. La culture surréaliste est un pilier. Et que l'humour critique du surréalisme est particulièrement porteur pour faire passer des messages politiques qui sont totalement décantés d'influence, quelle qu'elle soit, quelle qu'en soit leur nature ou leur contenu. C'est du message à l'état brut. Donc j'ai écrit ce texte qui s'appelle Chanson espagnole. Ça n'est pas à proprement parler une chanson. Ça pourrait être ce qu'on appelle, ce que les musiciens comme Arnold Schoenberg et l'école sérielle appelaient du Sprechgesang, c'est-à-dire du parler chanté. Ça pourrait être accompagné de musique, peu importe. Ce texte, il ne s'inspire pas d'un film particulier de Louis Buñuel, d'une scène particulière. C'est un ensemble de perceptions qui restent en moi, quand je pense, qui sont gravées en moi, eu égard à l'œuvre de Louis Buñuel, et que je retranscris ici sous la forme d'un tableau bien typique, on va dire. Trille, crie, je boirai mon sang, raisin de la vie, au plus profond de la treille. Aïe, la route parsemée de longs couteaux guette le passant solitaire aux pieds nus. L'Éden de chaleur et l'enfer de violence se sont réunis. Ils dansent le sabbat des armées claquettes et des fusées cigales. La guitare éteinte, la guitare éveillée. Entre les deux, la bouteille à la mer. Je boirai mon sang, raisin de la mort, au plus haut de la treille. Sang d'une terre assassine, sang d'un amalgame sensuel. Oh, la colère et la bonne humeur et les regards de la justice nés des entraves de la persécution. Fouet claquant sur le bitume d'une plaza déserte, fleurs ornant la fontaine d'un patio endormi, et la guitare qui larmoie, et la chandelle qui s'écoule vers le fleuve d'une nuit sans fin, présageant le soleil au feu ravageur d'un jour terrible. Les couteaux enfoncés au-delà des portes, trillent, crient. Je boirai mon sang, raisin de la vie et de la mort. Plus loin que la treille démesurée, que l'astre solaire perfore d'un phosphorescent acier. Et on va aller maintenant encore, on va continuer dans cette question d'engagement politique. On va sortir de la poésie momentanément, parce que là j'ai écrit trois essais critiques, hein, qui sont un compromis. Ah mais non, il y a aussi des citations poétiques, hein, à travers cet essai. Hein. Alors le premier de ces essais, c'est un essai. Alors j'ai pris trois piliers, hein, pour ces essais critiques, trois piliers de la condition humaine. Et le premier, c'est la vie en société. Le deuxième, c'est la spiritualité, justement. Et le troisième, c'est la sexualité. Alors, le premier essai critique, je l'ai appelé « Sombre crétin ». C'est un essai sur les relations sociales. Alors, pour moi, les relations sociales sont une perversion des relations humaines. Voilà, c'est un peu mon combat. Alors, dans la préface, j'ai même prévenu, hein, que
Si ça pouvait paraître provocateur, c'était pas du tout provocateur en fait. La provocation, le langage, on a l'impression que c'est sorti direct d'un film de Tarantino par moment. Le langage est provocateur, c'est vrai, mais le but n'est pas de provoquer le spectateur. C'est de le heurter peut-être pour qu'il se dise « Oh mais oui, c'est vrai, quoi, quelque part ». Alors, c'était un règlement de compte qui faisait suite à ce que j'avais vécu dans la société. La coupe était pleine, hein. Donc c'est tout à fait différent de ce que vous avez pu entendre avant. Hein. Et je vais vous en lire un chapitre qui s'appelle le théorème de la lingette hygiénique nettoyante. Alors figurez-vous que j'ai remarqué que dans les milieux sociaux, les bureaux et tout ça, il y a des rituels comme ça, là, des rituels qui servent à rien et qui ne servent qu'à régresser et qui servent les pouvoirs qui nous tiennent en fait. Hein. Alors, les gens, ils compensent leurs angoisses en se récurant les doigts avec des lingettes hygiéniques nettoyantes. Hein. Alors, ça pue la javel ou bien la lavande synthétique, c'est affreux comme truc. Hein. Ça a tombé par terre. Hein. Donc, pour moi, ce symbole, ça va beaucoup plus loin que ça, en fait. J'en ai fait une analyse, quoi. Voici. Voilà. Vous êtes manipulé. Ceci, bien entendu, n'est pas un scoop. Je répète, vous êtes manipulé, oui, mais jusqu'à quel point? Voici. Les moindres de vos faits et gestes vous trahissent. Vos codes, vos manies, vos rituels, vos idées arrêtées, vos manières, vos chuchotteries, mots inexistants dans le dictionnaire, dommage, vos cachotteries, vos lourdeurs, vos regards prétendument et circonstanciellement distants, vos réponses et votre vocabulaire forcément minimaliste, vos coups de gueule, votre façon de saluer ou de prendre congé, votre sexualité sans écart ni débordement, vos paranoïas de bazar, vos convictions de bistrot, vos plaintes, vos bâillements, vos soupirs, tout cela, et j'en passe car l'énumération serait bien exhaustive, tout cela, dis-je, jusque dans vos rêves les plus intimes, tout cela tel un implant dans vos cellules, aux périphéries de vos neurones, toute cette merde, pour être franc et précis, vous paralyse au point que vous ne saurez bientôt plus rien. Et oui, les relations sociales constituent une perversion des relations humaines. Tout ce qui, de gré ou de force, vous est imposé dans votre environnement et institué par le pouvoir depuis sa cime exécrable, ne vise qu'un seul et unique objectif, votre soumission. Et pourtant, vous savez toutes et tous ô combien on se les gèle dans leurs écuries bon chic, bon genre, et à quel point leur basse-cour pue de la gueule. Pour illustrer mon propos, j'ai retenu ce symbole majeur et pertinent, la matière, soit celui de la lingette hygiénique nettoyante. On trouve cette dernière un peu partout ici-bas, dans les lieux publics, sur les sites de travail, et son usage relève d'une pathologie psychiatrique à dominante maniaque. Ce n'est point en vous isolant des microbes que votre organisme s'endurcira, bien au contraire. Non, vous tomberez davantage malade et vous encouragerez de ce fait les actionnaires de l'industrie pharmaceutique. Ces derniers, par ailleurs, seront à même de vous expliquer combien vous avez de la chance de prendre tant et tant de médicaments qui n'existaient pas en d'autres temps, que ces absorptions qui pourraient parfois vous paraître disproportionnées, eu égard aux effets secondaires que vous endurez, sont les garantes de la continuité et de la longévité de votre bonheur. Que tous ces chercheurs qui préconisent des solutions alternatives ne sont que de dangereux utopistes qu'il convient d'écarter du chemin assurément fiable que nos sociétés préconisent. Pour en revenir à notre sujet, on peut comparer les relations sociales à un vaste et minutieux réseau de lingettes hygiéniques nettoyantes dont la fonction est de réduire à sa plus simple expression les contacts entre les humains, afin d'entretenir l'apport des autres, la défiance en de multiples domaines, afin encore de faire perdre les moyens de défense naturelle contre les agressions. Par ce processus qui constitue un des fondamentaux majeurs des relations sociales, sont abolies toute forme de recul et d'analyse critique dans le cours du quotidien. Chaque individu se retrouve ainsi démuni et inconsciemment asservi. Il ne pourra donc que se plier à tous les dictats qui lui seront imposés. Conjuguer la hausse du chômage, de la précarité avec des lois moralistes et ou liberticides en faisant intervenir tout l'arsenal de lingettes, de relations sociales ainsi définies, et la boucle irrémédiablement se resserre et se referme. Vous n'êtes plus rien, ou du moins plus grand-chose. À défaut d'intégration réelle, naissent et se développent communautarisme et intégrisme. Aujourd'hui pour demain, transgresser les tenants et les aboutissants de cette fatalité par une volonté d'ouvrir une communication humaine avec autrui et votre environnement. Refuser d'être tenu ainsi en laisse par tout pouvoir, quelle qu'en soit sa nature, sa couleur ou sa tendance. Cette division qui pervertit les uns et écrase les autres, entretenant peurs et névroses, est contraire à la nature humaine et plus simplement à toute forme de bienséance. Réappropriez-vous votre capacité à réfléchir et à réagir. Au nom de nos libertés, de notre intégrité morale,
au nom de la pensée et de l'esprit critique, que tombent en cendres les lingettes sociales hygiéniques. Ni Dieu ni maître, ni ordre moral. Alors, c'est bien sûr humoristique, hein, comme peut l'être un film de Tarantino aussi, parce que dans les scènes de Tarantino, c'est un peu comme ça, quand le gars il arrive à la fin et qui va dire son fait à celui qui l'a enquiquiné pendant des siècles. C'est ce qui m'est arrivé dans ce cas-là, c'est un peu ma réponse à toute cette tracasserie que j'ai pu subir dans la vie sociale, avec les relations sociales. Et j'ai une chance incroyable, c'est que cet essai, il a plu à l'auteur de bande dessinée Gilbert Bouchard, hein, l'auteur des Voyages d'Alix et tout ça, donc qui a à son actif 33 albums de bande dessinée. Hein, du coup, il est illustré par des œuvres de Gilbert Bouchard. Alors, pour continuer on va encore continuer avec une page d'essai critique. Alors, pour ce qui est de l'essai chamanisme, spiritualité et modernité, ce n'est pas du folklore, parce que actuellement, le chamanisme, il y a tous les complotistes, les vendeurs de soupe qui vous vendent des chamans à tour de bras, quoi. Non. Les chamans existent depuis l'aube de l'humanité, hein, et à mes yeux, ils sont les précurseurs de l'esprit scientifique, et plus ou moins aussi les précurseurs de la création artistique quelque part. Pourquoi? Parce que les chamans avaient une spiritualité totalement décantée des filtres culturels qui reposait sur l'animisme. L'esprit du feu, l'esprit de l'eau, tout ça, nous maintenant on a l'électron, on a les ondes gravitationnelles, mais c'est pareil. Hein. Il y a un début pour tout. Et il y avait des résultats, c'est que les chamans, avec leur spiritualité pré-scientifique, ils étaient guérisseurs, ils guérissaient des esprits souffrants, bien mieux que la psychanalyse et tout l'arsenal de médicaments toxiques qu'on peut avoir. Hein. Et en plus, ils avaient leur spiritualité, elle se plaçait dans leur engagement eu égard à la bonne entente dans leur communauté. Voilà. C'était tout à fait différent de ce qu'on a chez nous, là, ce qu'on appelle le bien vivre ensemble chez nous, qui est une fumisterie. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'essai Sexe, amour et liberté, c'est le plus court, j'ai pas voulu m'étendre sur ce sujet trop polémique. Surtout, alors justement, là, j'ai retenu un texte qui va très bien avec ce qui se passe en ce moment, là. C'est que l'essai est court, et il est clôturé par 7 poèmes. Hein. 7 poèmes en prose, qui montrent 7 phases, 7 versions différentes de l'érotisme. Alors il y a l'union cosmique, il y a la poésie, il y a le coup de foudre, il y a le déchaînement animal, et il y en a 2 particulièrement qui sont très particuliers. Ce sont les amours d'un tueur en série. Parce que dans mes films, j'ai très souvent tenu le réalisateur de mon long métrage, il m'a donné un rôle épouvantable. Et je joue très bien ces rôles épouvantables, je me sens très bien dedans, parce que j'ai une facilité à interpréter ce qui me fait horreur. Voilà, ce qui est tout à fait l'inverse de moi. J'ai beaucoup plus de facilité. Alors je me suis posé la question, tous ces tueurs, tous ces criminels, parce qu'en ce moment on a vraiment dans l'actualité un beau palmarès, là, une belle brochette d'actes criminels insensés. Hein. Alors c'est vrai que je ne vais pas donner de circonstances atténuantes à ces criminels, pas du tout. Hein. Bon. Si s'était intéressé un petit peu à des sujets épanouissants, culturels, peut-être que ça serait passé différemment. Bon, donc voilà. Non. Mais je me dis quand même qu'il y a une relation de cause à effet dans toute chose dans la société. Qu'elle soit positive ou négative, il y a une relation de cause à effet. Et chaque fois que je vois quelque chose qui se passe, moi, je ne juge pas avec la morale, parce que justement, on va en venir. La morale, c'est le pire des poisons. Nous devons à la morale l'école la plus vertueuse en matière de vice et de criminalité depuis la nuit des temps. J'oppose à la morale la notion de bon sens. Alors voici donc le deuxième poème, et le dernier d'ailleurs, de Excursion romantique. Donc romantique aux yeux du tueur, j'entends. Regarde ma chère, cet escalier somptueux nous conduit au ciel. Ainsi escaladons-nous la plus haute des falaises. Entends-tu rugir en contrebas la mer furieuse sous nos pas alanguis?
Cela fait longtemps que je t'aime, au moins 2 semaines, et je réalise tout le chemin que nous avons ensemble parcouru. Je me remémore l'immensité du temps écoulé dans l'enceinte de la chambre de l'hôtel, tout ce temps où nous nous sommes murmurés d'éternelles provocations au stupre et à la fornication. Tu me voulais sauvage, je me fis loup. Je te voulais féline, tu te fis tigresse. Ainsi perdura notre sabbat. Nous nous ébattions au creux d'un séisme perpétuel, interrompu parfois par de profonds comas. Comme nos vacances furent merveilleuses. Totalement hagards, nous partions errer sur la plage, où nous divaguions, l'esprit ailleurs, le regard tourné vers le large. Nous étions heureux en ce temps-là, il y a quelques jours. Mais aujourd'hui, hélas, ce temps n'est plus. Tout cela a commencé depuis peu quand tu m'as déclaré ne plus vouloir pratiquer la levrette. Je me dis alors en moi-même que le pire était à prévoir. Maintenant, tu te préoccupes de mes finances, ce qui contraste avec jadis ton intérêt pour mon enfance. Tout cela a débuté autrefois, il y a 4 jours exactement. Sans compter tes manies, tes goûts de luxe, décidément, je suis contrarié. Il faut que je fasse quelque chose. Il me semble tout d'un coup entendre la voix de ma défunte mère. « Ne te laisse pas faire, me hurle-t-elle. » Je la devine inquiète, me faisant un signe de la croix. Oui, nous sommes arrivés. Nous dominons la mer agitée depuis une plateforme vide. Regarde, ma chère, comme convenu, l'escalier nous a conduits au ciel. Approchons-nous afin de contempler la majestueuse amplitude du large. Mais qu'arrive-t-il? Je te vois déraper, et voici que d'un or fallacieux tu te mets à tomber. Ô Dieu, ayez pitié et pardonnez le caractère ambigu de ce contretemps. Voyez, il est désormais trop tard. Tu tombes dans un abîme, hélas plus profond que mon amour. Je perds si vite ta trace. Tu disparais dans le vide, happé par le chaos des rochers ténébreux. Est-ce ainsi que si dramatiquement les meilleures choses prennent fin? J'observe 1, voire 2 minutes de recueillement et de silence, nous remémorant le bon vieux temps avant ces 4 derniers jours. Peu après, vaguement mélancolique, j'emprunte la descente prudemment. Demain, ce sera la pleine lune. Je m'en irai par la nuit tombante à ta recherche, ô ma chère, où mon amour sitôt évanoui entre cornes de brume et trempette. Alors nous nous retrouverons, à nouveau je me ferai loup, d'un cri perçant la voûte des astres défunts, j'arracherai ta robe, te prendrai en levrette, puis t'abandonnerai aux flots rugissants. Ainsi graverai-je l'historique de ce jour en tes annales, au plus fort et au plus profond. Puis, je m'en retournerai vers de nouvelles conquêtes. La morale est que pour bien gérer ses affaires, rien ne vaut le conseil avisé d'une mère. Cette leçon méritait assurément une montée au ciel. Et on arrive à la 3e partie. Quand j'avais dit le plus subtil, on y arrive. Avec Trilogie des déserts. Alors, Trilogie des déserts, c'est mon plus beau souvenir jusqu'à ce jour dans mon aventure poétique. Trilogie des déserts, c'est la réédition, sous un titre commun, de 3 recueils intitulés Le dialogue interrompu, une prose poétique en 8 tableaux, La tentation de Narcisse, un continuum poétique que j'ai eu l'occasion de lire ici en 2015, mais il y avait 4 personnes à peu près. Donc c'est long, ça dure 36 minutes, 40 minutes, oui. Et le dernier recueil s'intitule La pièce manquante, c'est un poème en 3 mouvements. Alors quand je dis pourquoi, parce que ça a été un long travail, et à cette époque, j'entretenais des correspondances régulières avec le poète et académicien Pierre Thoreil, un proche de René Char, qui est décédé aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai dédié la Trilogie des déserts, dans la dédicace, c'est au poète Pierre Thoreil, à tous les aventuriers du Verbe, aux explorateurs de la conscience, et dédié cet ouvrage. Alors c'était intéressant cet échange avec Pierre Thoreil, parce que des fois je lui envoyais des épreuves, il me donnait des suggestions, après je suis allé le voir à Montpellier, et donc c'était une très belle aventure. Alors je vais vous lire le 8e tableau de Le dialogue interrompu, et je vous lirai le 3e et dernier mouvement de la pièce manquante. Sérénité. Qui est-elle, cette ombre de la nuit, qui, vide de paroles et de gestes, évolue, incertaine, entre le silence et la tempête? Compagne soumise de l'air et des nuées, à la verticale de la terre et du ciel, elle boit l'obscurité. Consommant sa mort, elle se crée cependant, et son mutisme impartial convoque l'assemblée des orages. L'éclair
souligne sa présence qui reflète la terre panique au miroir du ciel d'ébène. S'exilant progressivement aux lisières de l'oubli du monde, elle mesure l'éloignement du temps, sa vaine densité, sa chute certaine. Sphère de nulle part dont s'éprend l'espace souverain de la délivrance, où s'épanchent les sorts radieux de la vue. À l'illimité s'ouvrent les dialogues des horizons. Des lointains ensevelis émergent les scintillements de l'aube pressentie. Les chants d'oiseaux enfantent les étoiles par le truchement de leurs mélodies spiralées. Se rassemblent créatures et divinités alentour des prémices diaphanes des jeunesses à venir, encore ensommeillées, superbes de sérénité. C'est donc la clôture de Le dialogue interrompu. Et je vais vous lire le troisième et dernier mouvement de la pièce manquante qui constitue le troisième et dernier recueil de Trilogie des déserts. Donc en fait, le dernier mouvement de Trilogie des déserts. Alors, il y a un constat chez l'espèce humaine qui est commun à tous les individus. Je pense qu'il est commun à tous les individus. Quand on formule un vœu, quand on a un souhait, quand on atteint cet objectif, quand ce vœu est exaucé, tout va bien, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui manque. Alors c'est cruel parce que de toute façon, l'existence humaine, elle est faite de dualité. Hein. C'est pour ça que le thème de l'ombre et la lumière, qui est d'ailleurs le cri d'ombre et de lumière, c'était mon premier recueil, cette étincelle reste gravée, hein, elle mute, on va dire, hein, mais donc ce constat est très cruel, mais d'un autre côté, le caractère récurrent et la condition pérenne de cette pièce manquante, c'est ce qui fait aussi que nous évoluons et que nous avançons. Voici donc le non-aboutissement de l'œuvre humaine à travers le poème. Comble et, sur fond de ciel, la page où s'écrit essentiel ce que je vois. L'espace ponctué d'étoiles. Amont, zébrure diaphane, les chemins de glace, des cimes à l'écoute du silence, la dédicace. Sur fond de ciel noir, ce que tu vois, rien que cette page blanche, et de l'opaque sens décanté, quelques mots limpides. Leur architecture dépouillée, une est, ne prétendant aucunement à l'existence, entière liberté, nue en toutes lettres, morte. Encre noire sur fond de ciel noir, le poème qui ne s'écrit pas advient en la voix, évidente sculpture qui n'évoque plus. À l'illimité de ce qui se voit, sur fond de ciel noir, cette toile pérenne, vivante, la page ouverte, la voix des étoiles blanches. La page céleste tournée vers l'oublieuse immensité et conduit le poème quand, à deux doigts d'élucider, inédite parole, l'énigme clé des songes, se réitère, harcelante, l'interrogation du vide. Au carrefour des suites de cet itinéraire sans fin, sur l'ardoise lisse, voici, d'amples feuillets de nuit sertis, l'âtre de la mémoire où se consument les feuilles mortes. Elle, la mort, les braises sonores, au cœur éblouissant de la nuit, la sphère opalescente. Voici, de ta voix s'élevant l'origine et le dénouement, réunis au terme panique de l'œuvre humaine. L'ultime parure de l'écrit, livrée au courroux de cette voix que le feu inaugure. Ses fondations nivelées jusqu'à la lisière du mur, l'informant de sa fin que proclament, farouche, les lèvres du brasier. Éphémère, la gloire de son visage à jamais effacée. Demeure des cendres tout au plus, cette improbable survivance. Quelques empreintes chétives et noires, signes indéchiffrables sur la page, vestiges et blanches.
Orfèvrerie de vastes réseaux d'étincelles, floraison soudaine. La vasque ciselée déborde d'une multitude d'étoiles naines. Quelle sollicitude en ce haut lieu de détresse souveraine, orchestre, grappe d'accords, telle ordonnance subtile de nulle main cependant l'apanage et la grâce. Elle n'augure en rien la cassure depuis toujours pressentie, mais qui survient brutale, suscitant l'effondrement de l'édifice des braises, écho refluant vers l'opacité sur la trace inexistante du divin. Ce visage entrevu illustra-t-il de Prométhée en sa gloire confuse l'essence du défi insatiable et vain? Des cieux embrasés, lourds de nuées sidérales, se précipitent les poussières infimes du sablier rompu de la nuit des temps. Tel réside en cette moisson raréfiée, de tout sens dénué, limpide, le legs de ta voix. Voix du passé recomposé témoigne la plus que parfaite blancheur de l'horizon. Ses penches, perles, rosées, autant de pleurs trop longtemps que contenues. Sous la voûte du ciel, très lentement, se déchire l'enveloppe noire. Les scellés de nuit ôtés dévoilent ta lettre absente. Étendue au repos, de ton inexorable blancheur, tu recouvres l'ardoise nue. Pièce manquante, tu demeures. Sous la contrainte du mur infondé, se répète, résonance à l'infini, la vacuité de ton nom, vocable informulé. Ô solitude insondable, quel irréversible serment retient l'âme asservie en deçà du séjour. Point la timide annonce de l'aube. Au-delà de la sphère dramatique du dire, le non-dit, en l'insaisissable ailleurs, célèbre, silencieux, ta renaissance, onde, sereine. Voici. Je vais vous dire si vous êtes intéressé, là il y a mes ouvrages sont là. Alors, malheureusement, ma pièce de théâtre, La Ligne Zéro, écrit d'ombre et de lumière, je les ai mis en exposition pour faire beau, quoi. Parce qu'ils sont épuisés, alors les un ou deux que j'ai, je les garde, quoi, voilà, quoi. Mais vous pouvez retrouver tous ces ouvrages en e-book gratuit également, hein. Parce que pour être lu, on ne cherche pas à vendre, hein, c'est pas la peine, hein. Alors, quand vous mettez des livres sur des sites d'e-book gratuits, il y a des téléchargements. Alors justement, quand on parlait de ce sujet polémique, Sexe, Amour et Liberté, alors, Trilogie des déserts en téléchargement libre, c'est environ 250. Hein. Par contre, Sexe, Amour et Liberté, c'est 5000. Et j'ai reçu les félicitations de l'édition 999 sur environ 10 000 e-books gratuits téléchargeables sur un site francophone et international. Je suis le premier dans les téléchargements. C'est social, comme je l'avais dit. Hein. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux écrit, mais voilà, c'est social, quoi, voilà. Alors donc, vous pouvez, donc les autres, là, les trois qui sont couchés, vous pouvez bien sûr les acquérir. Alors je dis tout de suite que si vous avez une envie irrésistible de partir avec un ou plusieurs livres, mais que vous avez un portefeuille qui est irrésistiblement sous vide, hein, eh bien on en discutera, voilà. Je vous remercie donc, pour votre attention. Hein, et maintenant je vais... Monsieur Grégory Farrer va vous poser des questions. Le problème, c'est qu'on a dit beaucoup entre les textes. Mais c'est pas grave. Presque Mais bon, on va en dire, mais non, il y en a toujours pas. Il y a de quoi faire, pas de cœur. Allez, je t'écoute. Non, mais c'était à la base, moi, la première question, c'était revenir sur le côté mystique de la poésie, parce qu'on revient toujours sur le thème mystique, le thème du chaman qui revient, et cette proximité avec la nature. Alors, j'emploie pas le terme mystique, je suis tout à fait d'accord avec le terme mystique. Non, mais mystique, décanté du filtre de lecture culturelle, parce que mystique fait, en général, dans les canons officiels, ça fait référence à la religion. Donc, ouais, spirituel, effectivement.
Alors, le chaman, moi je me définis comme spirituel et athée, mais moi j'ai une spiritualité qui est énorme. Quand je pars un mois en montagne et que je m'isole et que mon objectif numéro 1 c'est de croiser le minimum de représentants du genre humain, alors des gens que je sens un peu comme moi, où je me dis tiens, oui, là ça vaut la peine, bien sûr. Donc c'est ça ma démarche spirituelle. C'est-à-dire que cette dissolution des filtres culturels, c'est un exercice qui a pour objectif d'avoir une vision d'une grande objectivité du réel, une vision qui est native et brute. Parce qu'à partir de... Les filtres culturels, je ne les rejette pas, il faut les placer. Hein. Bon, Baudelaire, il est dans un filtre culturel, c'est vrai. Mais quand je parle de spiritualité, pour moi, la spiritualité va de pair avec l'annihilation des filtres culturels. La matière première humaine. Exactement. De toute façon, la plus grande évidence, c'est que nous sommes... La spiritualité, c'est la confrontation avec le vide. On ne se rend pas compte, mais le vide, il est suprême. Hein. On est à notre échelle, on est dans un microcosme très réduit, mais l'univers, c'est le vide qui prédomine. C'est le vide qui gère les fluctuations de la matière. C'est le vide que justement les chamans, avec leurs expériences enthogènes, qui utilisaient des produits et tout, avaient cette perception des produits hallucinogènes, se rendaient compte que finalement c'était le vide qui était maître. Déjà ils le sentaient. Et maintenant on a des chercheurs qui font des découvertes fabuleuses dans le vide, hein, les ondes gravitationnelles, tout ça. Alors d'une certaine manière, cette spiritualité, je la lie à la science et au progrès. Hein. Il ne peut pas y avoir de règles de morale, de restrictions ou de choses comme ceci dans la spiritualité. Ça c'est bon dans la sphère religieuse, à laquelle bien sûr je n'adhère pas en tant qu'anarchiste et athée. Quelle était la base de ta poésie, la genèse de... Au début c'était inconscient, c'était devenu plus. Hein. Et quand j'ai rencontré Pierre Torel à Montpellier, quand il m'a invité au dernier étage de la librairie Sauran, et on en a parlé de tout ça. Il regardait les éclairs qui zébraient la baie vitrée, et il me disait, mais comment, il avait fait des études en théologie, il me dit, il faut aller plus loin, la spiritualité ça va beaucoup plus loin que tout ce qu'on peut imaginer. Hein. Et c'est une introspection. Hein. Et puis, au terme de cette introspection, il y a un rapport nouveau qui naît avec l'environnement. C'est une exploration, la spiritualité. C'est pas une statique. C'est pas un dogme. Alors j'oppose à la notion de morale. On dit vous êtes sans morale. Je dis non. Oui, je suis sans morale. Parce que moi, c'est juger par le bien et par le mal, ça ne veut absolument rien dire. Moi, j'ai le bon sens. On fait pas de mal à quelqu'un parce qu'on n'a pas envie qu'il vous en fasse. Alors le bon sens, c'est de dire, moins on en fera, moins on en recevra. En gros, c'est schématique, hein. Mais à la limite, il faut étendre si on se débarrasse dans la société de ces lois qui déterminent le bien et le mal, eh bien, moi je pense, quand je parlais de ce poème-là, tiré de Sexe, Amour et Liberté, je pense qu'il y aura beaucoup moins de vocation criminelle aussi. Oui, mais on en parlait tout à l'heure. Les lois sont créées par ceux qui... Alors moi, ma position dans la poésie, c'est pas de chercher la gloire, d'être le premier en haut de l'affiche, pas du tout, hein, parce que j'ai eu des prix aussi, j'ai eu une médaille d'or à Pompéi, voilà, ouais, carrément. Ouais. Alors mais à la limite, j'ai envie de dire que je m'en fous un petit peu, même ça me fait plaisir, quoi. C'est de pouvoir, comme justement la poésie, pour moi, la projection des chamans dans le monde moderne, c'est d'un côté les scientifiques, de l'autre les poètes ou ceux qui font de la création artistique. Quand on écrit un poème, on accomplit un rituel chamanique dans le monde moderne. Alors ce qui est bien, ce rituel chamanique, c'est la deuxième étape du chaman, c'est de le communiquer aux autres, mais pas de le faire prévaloir, pas de le mettre en valeur, de le mettre en haut de l'affiche. C'est-à-dire, je vous invite à vous imprégner, et puis faites-moi un retour, vous, de ce que vous avez à donner. J'en ai parlé ce matin à quelqu'un dans la boutique dans laquelle je travaille, comme une forme de méditation. Tout à fait, vraiment, parce que moi je le vois vraiment comme une méditation. Absolument, ouais. Après, dans la construction des airs, aller chercher à se concentrer sur un sujet comme ça. Tout à fait. Et du coup, comment de la poésie on est passé au cinéma? Parce que du coup, on n'en a pas tellement parlé, mais tu es quand même beaucoup dans le cinéma. Alors justement, il y a des poètes qui m'ont demandé, qui m'ont dit, mais t'as pas écrit depuis longtemps. Alors bah, évidemment, il y a 10 ans, il y a quelqu'un qui est venu à moi, qui m'a dit, Rémi, est-ce que tu as envie de faire du cinéma? Alors lui, il m'a dit, ça sera très dur. Il m'a dit, ça sera très dur, très difficile et tout, il faudra être endurant. Alors c'est vrai que quand on a fait le long métrage, je me levais à 3h du matin, parce que je n'étais pas à la retraite à cette époque. Hein. Je me levais à 3h du matin, à 6h, je décollais, j'allais au boulot, et je revenais le soir et je reprenais.
Donc j'ai été accaparé par l'écriture scénaristique, mais je ne me plains pas, parce que tous les scénarios que j'ai écrits, ils ont tous été réalisés en film. Donc il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à ma place finalement. Hein. Bon. Alors le scénario du long métrage, ça a pris 2 ans, hein, et donc j'ai délaissé un peu l'écriture, c'est vrai, mais je vais m'y remettre. J'ai délaissé l'écriture parce que j'ai été pris par l'écriture scénaristique, en plus que j'ai été aussi réalisateur, hein, donc dernièrement. J'ai été acteur dans la plupart des films, et en plus, comme je suis président de l'association, c'est moi qui gérais toute la communication, les plannings de tournage, appeler les gens qui ne répondaient pas au téléphone, essayer d'arriver à les... bon. Dis-nous comment ça s'organise, Tutela Prod. Ouais, Tutela Prod, Tutela Prod, c'est une structure absolument libre. Quelqu'un qui m'appelle, qui me dit j'ai envie de faire un projet avec toi, je dis très bien. Moi je mets au service mes chaînes, mes machins, etc., ma com et tout, et on s'associe. Toute personne qui rentre à Tutela Prod peut travailler une journée, comme par exemple preneur de son et tout ça, et repartir. Il y a des participants, il n'y a pas d'adhérents. C'est une structure libre. Toute personne qui fait un travail dans l'association, dans un film, figure au générique, et tous les travaux sont libres de droit. Il peut les faire valoir par tous les moyens qui lui semblent. Même nos films sont en téléchargement libre. La seule chose, avec notre licence, la seule chose qui est impérative, c'est que si quelqu'un veut les projeter en public, les films, il faut qu'il demande l'autorisation. Il l'aura parce que je serais très heureux d'aller le voir pour lui dire bah, c'est bon, on va s'en occuper, quoi, ouais, quoi. C'est le but. Alors toute personne qui veut faire un projet à Tutela Prod est bienvenue, évidemment. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, ni plus ni moins. On veut une structure d'entière liberté. On a réussi à faire un long métrage sans avoir un sou. On avait tout notre matériel. On a eu la mairie d'Oulin, la mairie de Lyon qui nous ont donné des autorisations. Au début, je ne pensais pas les avoir, complètement invraisemblable. Moi, je pensais que moi, petit cinéaste d'auteur amateur, on ne me donnerait jamais l'autorisation de faire une scène de fusillade au parking belge. Eh ben, on l'a eu. Et on a fait pire. Bon, parce que le long métrage est un film... une politique fiction cocasse, on va dire, parce qu'on n'a pas voulu rentrer dans le partisan, bien sûr, ça se passe dans l'avenir de la France, et comme tu le sais, je suis le favori au présidentiel dans ce futur de la France, donc tueur, narcotrafiquant, exécrable, imbuvable, insupportable. Voilà. Tout à fait l'inverse de ce que je suis, je rebondis sur ce que je disais avant. Alors après, il y a eu Jérémy Ferradian qui est ici présent, on a diversifié, il y a d'autres réalisateurs qui sont rentrés, on a eu nos films historiques, et après on a fait appel à d'autres réalisateurs, et on en a eu, il y a eu Jérémy Ferradian dernièrement avec La Parenthèse, où on a co-réalisé ensemble ce film, dont le thème finalement c'est le chamanisme, hein, c'est une parabole sur le chamanisme, hein, et c'est un conte urbain aussi. Sur le deuil. Sur le deuil, mais justement, le personnage central, il va guérir de son deuil suite à l'intervention dans un monde, il fait un malaise, il est dans un monde fictif, et ce qu'il va en tirer de ce monde fictif, c'est une guérison, et on a eu la chance d'avoir de très bons musiciens. On a eu des acteurs professionnels qui sont prêtés à ce jeu, dans le long métrage et tout, hein. Et on a eu aussi des musiciens professionnels. L'original de Alter Ego, c'est du X Cyril Imbert, quoi. C'est un spé qui a dit « Je fais quelques petits projets pour le plaisir », et il m'a dit « Je vais vous le faire ». Oh, bon, on a eu une superbe musique, grand classique et tout, c'était beau, quoi. Bon, finalement, il s'est passé beaucoup de choses. Et pourquoi? Parce que la structure est libre. C'est-à-dire que finalement, la personne qui rentre dedans, elle n'a pas à signer un truc, elle n'a pas à inscrire son nom, elle n'a pas à verser une cotisation et tout. Et on peut faire beaucoup de choses sans argent. Et la réussite, la plus grande réussite que je tire aujourd'hui, pour ma gouverne, ma fierté, j'ai envie de dire, c'est de dire que j'ai réussi à faire tout ça avec nos propres moyens, sans budget à la limite. Avec l'énergie, la volonté des gens, et moi aussi, justement, en bon chaman, c'est-à-dire de motiver les gens, d'avoir une et c'est là qu'on se dit que la communication humaine, quand je parlais des relations humaines qui s'opposent aux relations sociales, c'est là que je me suis rendu compte que dans une entreprise comme ça, si on a des relations sociales, c'est foutu, on fait rien. Ou alors on fait une grosse merde à la sortie, quoi. Ou alors le projet plante au milieu, parce qu'il y en a un qui s'est frité avec bidule, il y a eu des cacas nerveux, tout ça, quoi. Quand on a vraiment de la relation humaine dedans, et ben ça va jusqu'au bout. De l'énergie et beaucoup de travail, c'est sûr. Il va y avoir des projets en route pour le cinéma et pour le... Oui, je crois qu'il est là, mon nouvel associé. Là, alors il y a Jérémy Ferradian, on va faire un nouveau projet, un film en forme de roman photo. Et puis il y a William qui est quelque part, je crois, là. Hein, bon. Ah, il est là. Alors là, c'est le grand projet, alors là, qui arrache, hein, c'est le Space Project. Et on va faire un véritable film de science-fiction, tourné en fond vert et tout. On est en train de réfléchir là-dessus. Bon, alors l'avantage, c'est que c'est plus simple pour tourner.
parce qu'il n'y a pas d'autorisation vraiment à demander. J'ai appelé la mairie d'Oulin, j'ai dit, est-ce que vous auriez une grande salle où on pourrait tourner en fond vert? On dit, oui, on a ce qu'il faut, très bien, bon, merci. Une bonne acoustique, pas trop de bruit extérieur. Donc on va tourner en fond vert, quoi. On aura quelques scènes qui seront tournées sur Terre, parce qu'il y aura un concept de flashback dans cette histoire, donc de souvenirs qui vont... Donc ça sera un film de fiction qui se passe dans l'espace, oui, dans un autre système solaire, on va dire, mais l'accent, ça sera surtout une réflexion, si on y arrive, j'espère, mais on va y arriver, n'est-ce pas, William, tu sais bien. Et quand je dis ça, on y arrive toujours. C'est une réflexion un peu sur le transhumanisme et sur un petit peu comment va évoluer l'humain, c'est-à-dire que son rapport avec l'intelligence artificielle et tout ça. Donc ça va être, quelque part, il y aura quelques notes de poésie dedans aussi. Ça ne sera pas un truc comme on voit à la télé, un film grand budget, où ils se massacrent tous les uns les autres. Non, il n'y aura pas de ça. Pas intéressant. Alors justement, la poésie, je vais reprendre. Et quand je suis allé à Radio Canu, où j'ai été invité par, elle s'appelle comment, Delphine, il faut que je retrouve son nom, parce que là, on est... Dupré. Pardon? Dupré. Ah voilà, alors donc, oui, alors puisque là je suis filmé, que je vais mettre ça en ligne, je remercie une nouvelle fois Delphine Dupré parce que, de m'avoir invité à Radio Canu, parce que l'interview que j'ai eu à Radio Canu, c'est canon cette interview, quoi, c'est vraiment formidable, quoi. Alors elle m'a demandé où j'en étais, ben justement, c'est toujours pareil mon exigence, je ne veux pas refaire ce que j'ai déjà fait. Alors qu'on retrouve des briques de la matière première, bien sûr, c'est récurrent, c'est inévitable, c'est incontournable, mais je veux me relancer dans l'écriture avec quelque chose de radicalement nouveau. Voilà, alors c'est pas simple, c'est pas gagné d'avance, ça. Mais pour l'heure, j'ai déjà cumulé une base de données qui me satisfait. Il n'y a pas de la production à proprement parler. Bon, il y a des auteurs qui ont publié. Je vois par exemple Denis qui est ici présent. Il a publié 3 fois plus d'ouvrages que moi. Il y en a d'autres aussi qui sont ici présents aussi, qui ont beaucoup plus publié que moi. Mais moi, j'ai eu cette j'ai eu cette implication dans le cinéma. Bon, je ne peux pas me dédoubler. Dommage, parce que si je pouvais avoir un double... Ah non, on a rencontré d'autres poètes dans les cafés politiques qui avaient 2 arts, notamment Roland. Ah oui. On a rencontré Muriel Caru bientôt, qui fait aussi peinture. Et maintenant que je suis à la retraite, c'est tout à fait C'est intéressant différent. de voir les liens, justement. Maintenant, c'est tout à fait différent, parce que maintenant que je suis à la retraite, je ne suis pas obligé d'aller perdre mon temps et subir les relations sociales pour gagner ma vie. Hein. C'est que là, je suis payé maintenant, je suis payé pour faire de l'art. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à certaines personnes avec qui j'avais travaillé et qui je m'entendais bien. Je ne suis pas un feignant, je ne suis pas un seul privilégié de retraité, non, qui est parti à l'âge de 59 ans, et des derniers, parce que ça, il ne faut pas trouver les voisins, je leur dis pas trop. Hein. Mais vous avez quel âge, monsieur Dumont, pour être à la retraite? Ah, mais j'ai 61. Hein. Faut faire attention à l'heure actuelle, ça rigole pas. Hein. Alors, je leur dis, non, mais je ne suis pas un feignant, maintenant je vais faire de l'art à fond. Ah oui, là, c'est que là, j'ai développé aussi ce concept de vidéo-poème, là, comme tu as pu voir aussi, ce petit tournage que j'ai fait en montagne, qui est sans prétention, parce que ça, faut différencier. À la vidéo, ce n'est pas du cinéma. La vidéo, on peut se permettre d'avoir des raccords qui sont pas conformes, tout ça, on fait ce qu'on veut en vidéo. Dans le cinéma, il y a un corps de métier qui est très rigoureux, sur le plan des raccords, sur le plan de tout ça, et on ne fait pas les choses n'importe comment. Hein. J'ai vu quand j'ai fait ma performance en solo en montagne, hein, c'est que c'était très pointilleux. Je revenais le soir, jusqu'à 1h du matin, je rédigeais mon script, tout ça, quoi, pour m'y retrouver après sur mon montage. C'est long, la parenthèse nous a pris beaucoup de temps. Et il y a eu la musique, surtout parce qu'on a été assez exigeant pour la musique de la parenthèse, parce que c'est un film qui a une particularité, c'est qu'il est très musical. Donc la musique porte le film. Et là, il y a Valérie Pasano. Alors Valérie Pasano, parce que tu vas voir la vidéo, eh bien, je te remercie encore pour la musique de Far From Samsara et de la parenthèse. Excellent travail, mais vraiment, mais canon. Hein, vous ne pouvez pas faire mieux, je te le dis franchement. On dirait une remise d'Oscar. Non, parce que là, tout ça, c'est diffusé. Hein. Non, mais c'est bien. Et donc je suis très heureux aussi d'avoir vu certaines personnes du monde de la poésie, hein, qui m'intéressent aussi. Hein. Donc il y a mon vieil ami Yves Bressande, il y a Patrick Dubost aussi que je remercie, hein, qui est venu m'entendre. Hein. Il y a toute une diversification de poésie.
Il y a mon vieil ami Denis. Alors Denis, je le salue, il va faire un spectacle prochainement, le mois prochain. Alors c'est intéressant. Alors ce qui m'a beaucoup plu chez Denis, c'est que quand j'étais à Lyon, j'étais un petit peu perdu là, et que sur mon Facebook, et c'est justement cet aspect relation humaine. Il m'a contacté, il m'a dit « Ah mais Rémi, etc., ça serait bien qu'on se voit et tout, je te ferai connaître certains milieux, éventuellement ça serait bien que tu fasses un spectacle au Carré 30 et tout ». Il m'a réintégré dans le milieu quand je sortais du cinéma, quoi. Voilà, il m'a redonné de la motivation, c'est clair, quoi. Alors venez voir, c'est quand le spectacle de Denis là, c'est le prochain Café Poétique, donc le dernier mardi du mois de... Voilà, le dernier mardi du mois de novembre, vous venez voir, entendre Denis, hein, voilà. Encore une ou deux questions, quand même, non? Moi non, mais si vous en avez... Alors, est-ce que le public a des questions? Mais voilà, le public... Des remarques. Voilà, j'écoute. Allez-y, hein. Moi, oui, j'ai pas de questions, mais quand je vous entends parler de chaman et de chamanisme, ça me fait un peu bizarre. Parce que Allez-y, oui. je reviens de Mongolie, j'ai rencontré des chamans, et comment dirais-je, le rôle du chaman, c'est quand même un rôle très social. Oui, mais au bon sens du terme. Oui, c'est ça, mais pour dire que les chamans ont aussi un relationnel. Ils sont obligés d'avoir un relationnel. Ils sont obligés d'avoir un rôle. Ils sont, même si au moment de leur performance, le chaman est complètement pris par comment dirais-je, la possession, La transe, oui. la transe et la possession, il est possédé quand même parce qu'il essaie de toucher les esprits, mais je veux dire, il a son rôle vis-à-vis de la population et des gens, et c'est pas toujours une attitude très franche, quoi. C'est-à-dire qu'aussi, il faut se méfier, parce que quand on a fréquenté d'autres civilisations, moi j'ai connu l'Inde, j'ai connu des pays d'Asie, il y a des moments où on ne comprend pas leur code. Hein. Alors, c'est vrai que le chaman, vivre dans une société chamanique archaïque, pour nous, si on débarque là au milieu, on sera complètement perdu. Hein. Moi, ce que je veux dire, c'est se réapproprier ce concept de chamanisme, parce que le chaman, bien sûr que moi, je ne me définis pas comme associable, bien au contraire. C'est toujours ce que j'ai opposé aux gens qui me taxaient d'associable. Non, au contraire, je suis très sociable. Et c'est justement ça qu'on me reproche. On me reprochait dans le milieu professionnel d'avoir beaucoup trop d'écoute et d'empathie. Et ça dérange, l'écoute et l'empathie. On ne veut pas avoir une communication profonde. On ne veut pas que les gens soient ensemble. On veut l'inverse. Le chaman, lui, à travers sa transe, c'est pas un acte de plaisir, la transe. D'ailleurs, c'est ce que disent les véritables adeptes du chamanisme, toutes ces expériences à base de substances hallucinogènes, c'est pas du tout des plaisirs, en fait, ça peut être des souffrances terribles, hein, c'est terrifiant, hein, c'est pour ça que c'est très dangereux aussi, hein, et que ça doit être encadré. Donc, ces expériences, ils les ont dans quel but? C'est d'apporter quelque chose à leur société en termes humains, de développer un concept de relation humaine. Hein. Chez nous, nos relations sociales, elles divisent les gens. Elles sont là pour ça. Hein. C'est la relation qui est corroborée à la marge de l'économie, on va dire. Hein. Voilà. Chez eux, c'est tout à fait différent. C'est la marge de la nature. Alors, moi, je n'ai pas fréquenté... si, j'ai fréquenté une ou deux tribus chamaniques, hein, dans la zone vers la frontière birmane, hein, et j'ai eu beaucoup de mal. Mais ce que j'ai vu, c'est que ce qu'ils développaient autour d'eux, c'est le souci du bien-être et de la sauvegarde des gens qui les entourent. Alors que le chef d'entreprise, je ne jette pas la pierre, je ne critique pas les chefs d'entreprise aussi, hein, je ne critique pas les individus, je critique le système. Attention, parce que je pourrais très bien être chef d'entreprise. Hein, jamais. Je ne le suis pas, c'est comme ça. Mais les gens en général, dans la pyramide sociale, ils n'ont pas ce souci, ils n'ont pas cette acuité. Et ceux qui l'ont ça tire de terribles problèmes parce que c'est des gens qui risquent de remettre en question ce système. Il y avait une confusion là. Je disais bien dans mon essai sur le chamanisme spirituel et modernité, les chamans ouvrent
ont pour mission et conviction surtout de s'ouvrir à un rapport humain avec leur environnement. Et je sais que ça ne plaît pas à beaucoup d'oreilles quand je dis ça. Chez nous, la volonté qui dirige nos nations, ça n'est pas de développer un rapport humain entre les gens. C'est tout des mirages, le bien vivre ensemble. Depuis qu'on parle du bien vivre ensemble, on n'a que des attentats, des massacres, des viols, des choses comme ça. Alors bon, voilà. Donc on vit pas en... Le problème, c'est que nous ne vivons pas vraiment en société. Voilà, c'est ça que je pointe du doigt. Nous ne vivons pas dans une société. Nous vivons dans un espace qui est morcelé. Il n'y a pas d'unité. D'autres questions? Ouais, à un moment donné, ta réflexion sur la spiritualité, le vide, tu es anarchiste, est-ce que tu ne serais pas plutôt nihiliste? Non, je ne suis pas, parce que pas au sens nietzschéen, mais... le nihiliste renonce au sentiment humain, par devoir, on va dire par rapport à ça. Bon, alors que moi, je suis profondément humain. Je suis aussi, dans ma vie privée, j'ai mes moments de sentimentalisme. J'ai des poèmes sentimentaux. Je ne les ai pas lus parce que maintenant, ça embête tout le monde. Voilà, ça les endort. Oui, mais il y a Un poème sentimental? non, j'en ai pas là. Je suis attaché au sentiment humain, je suis attaché à l'humain. Voilà. Le nihiliste n'est pas attaché à l'humain. Le nihiliste, il veut, je dirais pas forcément qu'il veut détruire, mais il veut ne croire absolument rien. Alors que l'anarchiste, il croit à quelque chose. Il croit que le monde peut fonctionner sans autorité suprême. Voilà. Alors après, on me dit c'est idéaliste, mais je dis, moi, si on supprimait tous les politiciens pour en faire des gens compétents, c'est-à-dire des gens qui occupent des postes réels et qui sont chargés de faire des études approfondies sur les interactions entre les phénomènes, les comportements humains et tout ça, et d'en référer pour converger vers des mesures qui sont autres que des lois, vers aménager les choses de manière à ce que ça soit, et ben, dans ces cas-là, peut-être qu'on n'aurait jamais eu les ghettos que sont les banlieues, les choses comme ça, voilà. Autre réaction, question. Ah Yves, chante à ton bande en ville, non? Non, je te disais ça comme ça, c'était fait exprès. C'était pour titiller. S'il n'y a pas de questions, on peut passer à boire un coup. Eh bien oui, parce que là, donc... On oui, peut là, servir à boire des trucs hallucinogènes. Allez, LSD pour tout le monde. Attends, on coupe l'image d'abord. je vous remercie infiniment. Et puis alors, ce qui me fait vraiment plaisir, je vais vous dire, c'est pas d'avoir fait cette lecture, ça me fait plaisir, bien sûr, mais alors ce qui me fait plaisir par-dessus tout, c'est de voir qu'il y a du monde. Hein, là, ce soir, il s'est passé quelque chose, quoi.